Donc, je disais donc que si la collègue travaille très bien et permet de faire évoluer le poste d'assistante de service social au sein des institutions ou dans les établissements, ça valorise le travail, mais ça valorise le travail pour toutes. Et donc, c'est que bénéfique. Donc, on n'a pas du tout, et puis c'est pas du tout le corps, c'est pas du tout dans l'esprit de notre métier, de notre profession. Euh, qu'on est plutôt une profession d'entraide et de solidarité. Je ne dis pas ça pour... voilà, je dis ça parce que je pense, vu ce dont surtout on a à vivre au quotidien, l'entraide et la solidarité est indispensable parce que aider les autres, pour cela il faut être suffisamment solide, je dirais, dans sa tête et d'avoir aussi le soutien aussi des collègues. L'écoute des collègues, c'est bien utile pour pouvoir se maintenir. Donc je disais donc que j'ai donc eu quelques minutes pour réfléchir donc sur mon bon de commande avec en m'imprégnant un peu de ce qui est fait, je me suis demandé moi en tant qu'assistante de service social, qu'est-ce qu'il me faut comme information et comment ce bon de commande je peux lui donner une valeur juridique, hein, précontractuelle. Donc il y a les éléments d'information classiques qui concernent mon entreprise à moi. Il y a les éléments d'information qui concernent à recueillir, qui concernent le client, sachant que le bon de commande peut être complété en direct avec le client s'il est positionné en numérique, hein. Mais après, il faut l'imprimer et tout. Bon. Après, si vous l'avez en formulaire papier, ce qui est très bien, hein, je pense que pour beaucoup d'entre nous d'assistantes sociales, à mon avis, vous étiez un peu comme moi à fonctionner avec un papier, à prendre note simplement de la commande du client. À mon avis, on a tout à y gagner à se moderniser et à professionnaliser nos pratiques. Et ça valorisera le travail voilà, de chacune d'entre nous. Il ne faut pas oublier que, figurez-vous que je fais du mentorat et la jeune femme que j'accompagne me pose cette question, elle me dit, mais elle me demande pourquoi est-ce que je me déplace dans les autres villes, pourquoi est-ce que je reste pas à Orléans pour travailler, et spécialement à Orléans. Et donc je lui explique que quand on est commerçant, on est commerçant. Et quand on est commerçant, le commerçant qui a le choix entre avoir un super contrat, voilà, un super contrat, elle souhaite travailler dans l'immobilier. Donc je lui demande si elle a le choix entre un contrat qui lui vaut 1 million d'euros et un contrat qui lui vaut une maison à vendre qui vaut 100 000 euros, quel bien elle choisit à vendre, même si l'autre à 1 million lui prend un peu plus de distance. Euh, Quand on est commerçant, on est commerçant. Je pense que pour beaucoup de commerçants, ils comprennent que le commerçant euh, cherche plutôt, c'est toujours la question de l'analyse financière, la productivité, la réussite de l'entreprise. Et donc ces objectifs-là sont quand même prioritaires. Et quand on décide de rentrer dans l'entrepreneuriat, ben on a aussi, nous, assistantes sociales, on n'a pas cette culture-là. Ce qui fait que des fois, quand on débute, on loupe peut-être de belles occasions et de beaux contrats parce que justement, on reste très imprégné de nos pratiques professionnelles, ce qui veut dire le réseau, s'appuyer sur le réseau, s'appuyer sur les collaborateurs et tout. Quand on arrive et qu'on est dans une position de commerçant, quand on comprend qu'on est des commerçants, on comprend on ne réfléchit plus de la même manière et que un contrat ça ne se perd pas, un contrat ça se gagne au contraire et que si techniquement en tant que commerçant tu as la capacité, les compétences,
les moyens de pouvoir mener la commande à bien qui t'a été demandée par le client, il n'y a rien qui t'empêche de réaliser ou d'accepter un contrat de prestation, même s'il est à, je sais pas moi, à 500 km de chez toi, ou voire plus loin. Il y a le train, il y a des moyens de se déplacer, de mobilité. Et donc, c'est pas tant, c'est pas cet élément-là qui, à mon avis, est un élément bloquant pour un véritable commerçant. Un véritable commerçant va là où son contrat, ou va là où ses clients se trouvent, va chercher ses clients. Et il n'y a pas de frontière de ville ou frontière de... Voilà. Euh, Ces aspects-là ne rentrent pas en compte, hein. Et quand on comprend ça, et il ne faut pas oublier un élément, et c'est ce que j'essaie de lui expliquer, mais pourquoi le client ne prend pas une assistante sociale qui est juste à côté? En tant que client, en tant que cliente, on aime avoir le choix. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien avoir le choix. Je pense que vous aussi, vous êtes pareil, hein, vous aimez avoir le choix. Si vous voulez vendre votre propre maison, si vous avez le choix entre deux agents immobiliers, imaginons qu'il y en a un qui est très très réputé dans la ville où vous êtes et l'autre qui est moins réputé dans la ville où vous êtes, euh, quel agent immobilier choisissez-vous? Choisissez-vous. Est-ce que vous allez prendre celui qui est peut-être un peu plus coûteux, mais dont les capacités vous laissent penser que votre bien immobilier, vous allez pouvoir le vendre à un prix très haut, et que ça se vendra assez rapidement, donc ça répondra à vos besoins? Ou est-ce que vous dites, bah, tiens, cet agent immobilier-là prend peut-être 5% ou 2% de marge, je vais prendre cet agent immobilier? Non, vous allez prendre celui qui va être pour vous, qui vous paraît pour vous le plus efficace. Donc c'est un peu le même principe, c'est aussi le même principe, que ce soit aussi pour les avocats ou pour les médecins. Quand on va voir un médecin et après on va en voir un autre, si on pense que le diagnostic ne correspond pas. Et puis même quand on est un médecin, des fois on va aussi se baser sur la réputation du médecin, et aller peut-être sur des centres hospitaliers ou des grosses structures pour avoir les meilleurs médecins. C'est aussi le même fonctionnement. Dès lors où le client est amené à sortir de l'argent, à dépenser de l'argent pour pouvoir obtenir quelque chose, eh ben, il cherche à avoir le meilleur et à réduire le plus possible les risques. Nous ne sommes pas soumis à une obligation de résultat, puisque de toute manière, nous sommes tributaires des commissions auxquelles nous envoyons les dossiers. Mais je pense qu'avec le temps, il est fort probable que ça change. J'ai regardé un peu les prix que pratiquaient d'autres des collègues. Et je ne vais pas porter de remarques ou de critiques, mais c'est vrai qu'au niveau où ils souhaitent vendre certaines prestations, à ce niveau-là, moi je suis cliente, ça veut dire qu'on a un résultat garanti. À ces prix auxquels ils proposent voilà, à ces prix-là, dans ce prix-là, moi, si j'étais cliente, je demanderais que ce soit inscrit dans les conditions générales de vente, résultat garanti, hein. Parce que les prix sont hauts. Donc, et puis c'est même ça où aussi on va se trouver face à un moment donné à avoir à rappeler un devoir de moralité, c'est-à-dire jusqu'où on va, jusqu'où. Euh, bon, à mon avis, hein, arriver un rapport de situation sociale, vendre un rapport de situation sociale à des prix qui approchent quasiment les 600 euros, le rapport de situation sociale, je ne sais pas combien de temps ils prennent pour rédiger un rapport de situation sociale, euh, même une journée, euh, je trouve que le prix est haut. Et il ne faut pas une journée pour rédiger un rapport de situation sociale, hein. Et,
quelques heures, hein. Donc, bon, et à un moment donné, ça sera songeur. Ça va nous poser des questions sur le plan éthique. Sur le plan éthique, j'espère que c'est pour ça que d'où l'intérêt du refus de la concurrence, du refus du monopole, de la concurrence monopolistique. Parce que si les travailleurs sociaux se disent entre eux qu'il faut s'aligner, comme ça on oblige les clients à prendre et qu'ils n'ont pas le choix, le client qui veut, il payera le prix qu'il a à payer. On arrivera là dans l'immoralité. Or, s'il y a de la concurrence monopolistique, il y a toujours quelqu'un qui va baisser les prix pour pouvoir avoir des clients. Ça ne veut pas forcément dire que le travail sera moins bien réalisé, mais qui va peut-être trouver que le prix ne correspond pas, que le prix ne correspond pas. Euh, pour un rapport de situation sociale, c'est 3 ou 4 heures. Hein. 3 4 heures pour faire un document comme ça. Euh, voilà. Ça, en tout cas, ça va poser question. Ça va poser question. C'est pour ça qu'il faut, il faut de la morale. Il faut de la morale. Hein. Il faut pas oublier les origines de notre travail, qui est le social. Moi, je suis la première à défendre le fait qu'il faille faire évoluer ce métier voilà, pour qu'on ait aussi, on fasse valoriser notre expertise, comme le sont d'autres professions, comme les métiers d'avocat ou les métiers médicaux comme les médecins. Je pense que l'assistante sociale peut avoir une expertise qui lui permet de se positionner tout à fait autrement. Mais sans oublier notre éthique et notre déontologie et la morale. Et la morale. Voilà. Certes, des fois on va peut-être, dans ce cas-là, supposons, c'est pour ça que tout est possible. Hein. Supposons qu'on soit dans des évaluations sociales euh, pour, pour des personnes qui ont hyper les moyens, et vendre une évaluation sociale pour un dossier, je pensais, pour un dossier par exemple judiciaire, pour appuyer le dossier judiciaire d'un justiciable, le vendre à ce prix-là, bah c'est quasiment, ça serait quasiment, même pas, parce que on n'a pas les compétences d'un juriste, hein. Mais bon, je pense qu'il faut pas, il faut quand même y mettre de la morale, hein, et ne pas oublier la base de notre travail. Il faut aussi de la logique et de la cohérence. Euh, c'est c'est on, c'est toujours, on risque d'arriver vers l'opposé total, l'opposé total, et ce qui fera perdre le sens même du travail social pour beaucoup d'assistantes sociales. Donc, certes, il faut faire évoluer le métier pour pouvoir valoriser notre expertise et augmenter les salaires et augmenter les ressources des professionnels, mais n'allons pas vers une dérive complètement aberrante. Voilà. Je vous reviens donc sur le bon de commande. Euh, donc, moi, comment j'envisage les choses, là j'ai fait le bon de commande en direction des personnes morales de droit privé, puisque je travaille souvent avec les établissements, les entreprises. Je vais certainement faire un bon de commande spécifique en direction des particuliers, en direction des personnes morales de droit privé. Donc j'ai distingué, je vous montrerai après, les typologies d'intervention, sachant que on peut soit travailler sur site directement, sur site avec horaire fixe, sur site avec horaire variable, en télétravail, en travail distanciel et en travail mixte. Donc sur le bon de commande, j'ai fait en sorte de je ne la refais pas cette vidéo, de spécifier le lieu d'intervention. C'est important parce que le site sur lequel on est rattaché, c'est important que ça apparaisse et que ce soit clairement dit aussi dans le bon de commande. J'ai
rajouté des références. J'ai codé mes actes. En fait, je commence à faire du codage d'actes en interne, ce qui va me permettre après notamment de faire des enregistrements comptables. Puisque je vais pouvoir savoir que tel acte, donc là, les accompagnements sociaux sont référencés sur ce chiffre-là. Après, je vais pouvoir faire mes enregistrements comptables. Et la quantité voulue, le prix et la TVA appliquée. Ce montant-là, en indiquant la compte, en indiquant le type de règlement souhaité par le client et le net à payer. Et donc, si le client signe ce bon de commande, qu'il peut signer en fait dès le premier entretien, il peut signer ce bon de commande, et bien l'intervention peut démarrer assez rapidement. Je vais vous montrer. Donc là, je ne sais pas si c'est visible. Donc voilà à quoi ressemble le bon de commande que j'ai. Donc là, sur la forme en elle-même, hein, c'est une proposition qui m'avait déjà été faite, moi, sur le site internet où j'ai été. Donc, proposition faite. Donc voilà. Ici, j'ai mis le logo. Ici, j'ai mis les éléments d'information de mon entreprise. Ici apparaîtront les éléments d'information du client. Ici, c'est donc précisé que c'est pour les personnes morales de droit privé. Ici, sur le centre, j'ai mis la typologie d'intervention voulue. Donc, sur site d'intervention en horaire fixe, sur site d'intervention en horaire variable, en télétravail, en distanciel. Ici, c'est ici qu'apparaîtra le lieu ou le site de travail. Donc, même si le travail se fait en distanciel, il y a toujours un site de rattachement principal et c'est important de le faire apparaître. Ici, sur cette partie-là, c'est là où je parle de codage puisque j'ai référencé, j'ai mis un codage pour mes actes. Et donc, le codage de mes actes va me permettre après de les enregistrer, de faire des enregistrements comptables. Ici, les prix en indiquant la TVA. Et ici, le mode de règlement et la date limite de règlement souhaitée par le client. Je vais rajouter une petite rubrique signature pour le client. Signature des deux parties, en fait, finalement. Donc, si le client signe ce bon de commande, c'est donc validé. C'est donc validé. Voilà. Vous voyez, c'est un outil que je n'avais pas mis en place. Je pense que pour beaucoup d'assistantes sociales, à mon avis, il n'y en a pas grand. Je pense qu'il y a très peu d'assistantes sociales qui ont pensé à faire un vrai bon de commande. Je pense qu'on prend pour beaucoup note. On prend beaucoup les notes, mais je me rends compte que ça va être hyper pratique, et que surtout ça permet de sortir d'un entretien dès le premier entretien et d'avoir quasiment le contrat signé. Parce que ça a valeur juridique. Et précision aussi, ce bon de commande, il faut le stipuler dans les conditions générales de vente, que ce bon de commande a une valeur précontractuelle. Si, lorsque le client prend contact avec vous, vous lui envoyez et transmettez les conditions générales de vente et que vous stipulez dans les conditions générales de vente que le bon de commande ait une valeur précontractuelle, le client est censé être au fait de cela. Ce qui veut dire que lorsque vous avez rendez-vous avec le client, s'il signe le bon de commande, il signe l'acte pour que vous puissiez intervenir, qu'après vous formalisez dans les détails dans le contrat de prestation. Mais il faut le faire apparaître dans les conditions générales de vente et en qualifier la valeur juridique. Et donc voilà. Et donc après voilà, c'est comment essayer non seulement de rationaliser, mais de sécuriser. C'est une question aussi de la gestion des risques. C'est anticiper les éventuels risques pouvant survenir dans l'exercice de notre profession, dont on est peu habitué en fait à fonctionner de cette manière. Et de toute manière, quand on fonctionne en salariat, c'est plutôt au siège que sont déterminés ce type d'éléments. Nous sommes des exécutantes,
pour la plupart en salariat. Donc on n'a pas pour habitude de penser à ce type d'éléments. Mais en travail social libéral, il va falloir pour pouvoir sécuriser, plus vous sécurisez vos méthodes de travail, vos procédures, plus vous restreignez les risques qu'il puisse avoir des recours contre vous et, et que surtout vous sachiez quoi répondre. Quoi répondre dans les conditions générales de vente, il ne faut pas hésiter à stipuler vos délais à vous pour pouvoir finaliser une intervention quand il y a plein d'éléments juridiques à penser dans les CGV. Et donc, je vous conseille vivement de prendre ce temps-là que vous pouvez parfois personnaliser selon les clients. Bon, je fais un peu de publicité, mais je vous conseille d'utiliser le site de Rocket Lawyer, qui est vraiment super pour pouvoir rédiger, déjà avoir la trame, pas tant rédiger, mais au moins sortir une trame des conditions générales de vente. Après, c'est à vous de le modifier selon vos critères à vous et de l'adapter à l'action sociale. Les CGV qui sont proposés sont des CGV pour du commerce, véritablement du commerce, pas pour l'action sociale. Donc c'est à vous de faire ce travail-là d'analyse et puis de réflexion sur quelles sont vos responsabilités, quelles sont les procédures que vous mettez en œuvre, les stratégies que vous mettez en œuvre, et qu'est-ce que vous voulez que le client sache. N'oubliez pas la partie judiciaire, médiateur ou pas médiateur, quelle juridiction est compétente. Et donc tous ces éléments-là, c'est ces éléments-là qui après vont vous permettre de véritablement pouvoir être, voilà, en tout cas pouvoir anticiper les éventuels risques, même si c'est un peu compliqué de tous les anticiper. Bon, ça amorce un petit peu, je dirais. Donc voilà. Donc ça, je souhaitais évoquer ça pour ce soir. Bah, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je ne pensais pas que ça me prendrait plus de à peu près 30 minutes. Parce que c'est en 2 vidéos, hein, je vous précise, il y a 2 vidéos. Donc regardez les 2 vidéos. Bonne soirée.